Une des études scientifiques les plus longues a démontré que notre bonheur était directement lié avec la capacité qu'on avait à former des relations de qualité. Mais former des relations de qualité demande un positionnement juste dans la relation. Et un positionnement juste demande de pouvoir fixer des limites qui sont justes pour nous et pour l'autre. Et ce n'est pas une tâche simple. Dans cette vidéo, vous allez voir comment la science nous aide à comprendre le pourquoi de la complexité de la tâche. Et on va voir quelques outils des experts du développement personnel qui vont nous aider à comprendre comment faire pour mieux se positionner et créer des relations de qualité. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Science et Coaching où je cherche à lier les études scientifiques avec les outils de développement personnel dans le but de rendre la science de plus en plus appliquée à notre quotidien. Je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et je suis passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études scientifiques pour mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'inconscient. Il y a quelques années, une de mes premières études consistait à aller explorer mon inconscient et voir quelles sont ses limites et à quel point je peux y accéder. La tâche elle est complexe, voyons pourquoi aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous remercier vous tous qui regardez mes vidéos, qui mettez des réactions, qui mettez des commentaires. Vous me touchez énormément, vous me donnez beaucoup d'énergie et vous ne savez pas à quel point chaque nouvel abonné compte pour moi et j'ai une pensée pour chacun de vous. N'hésitez pas à me suivre et on va avancer ensemble, on va construire ensemble cette nouvelle vision de la science qui nous aide au quotidien et pour mieux nous comprendre et mieux interagir avec les autres. Au cours de la semaine, j'ai eu un coaching avec une personne qui souffrait du fait de ne pas pouvoir dire non aux gens, de ne pas savoir mettre des limites aux gens. Et l'impact que ça avait sur elle, c'était un manque de confiance en elle, une estime de soi qui diminue. Et elle était arrivée jusqu'au stade à ne pas vouloir demander des choses aux gens parce qu'elle ne savait pas dire non et elle ne savait pas refuser. Donc elle préférait se retirer et ne pas être active dans ce processus. La souffrance, elle peut être énorme de ne pas savoir mettre des limites autour de nous, que ce soit dans le sens où on ne met aucune limite, du coup on s'oublie complètement, ou que ce soit dans le sens où on met trop de limites et du coup on n'arrive pas à connecter avec l'autre. Vous allez découvrir très souvent dans mes vidéos comment je dévoile les paradoxes qui existent à l'intérieur de nous pour qu'on apprenne à mieux les gérer. Parce que être un être humain, c'est pas une chose simple, parce qu'on est des êtres de paradoxes. Et le juste équilibre, c'est ce qui nous rend heureux. Mais le juste équilibre, c'est un muscle qui se développe dans la connaissance de soi et dans le fait de se connecter de plus en plus à l'intérieur de soi et de mieux comprendre ce qui se joue dans nos profondeurs. Pour savoir mettre des limites, la première des choses les plus importantes, c'est de bien se connaître. Alors là, j'aimerais bien rentrer un peu plus dans le côté scientifique parce que la question, elle est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire réellement de bien se connaître? Si on prend une définition simple de bien se connaître, c'est d'être conscient de qui je suis, être conscient de mon corps, être conscient de mes pensées, être conscient de mes comportements et de mes ressentis. Un enfant commence à devenir conscient de soi entre l'âge de 18 mois et 24 mois. Il y a un test scientifique avec un miroir et le point rouge qu'on dessine sur le front de l'enfant pour savoir si l'enfant est capable de distinguer son image à lui par rapport à l'image qu'il voit dans le miroir. Donc jusqu'à l'âge de 18 mois, l'enfant, il ne sait pas qui il est réellement, il n'a pas conscience de soi. On peut imaginer que jusqu'à cet âge-là, l'enfant n'a aucune limite entre lui et les autres. Il n'y a aucune barrière qui empêche la connexion à l'enfant à cet âge-là. Alors comment ça marche à l'intérieur de notre cerveau? À l'intérieur de nous, la partie inconsciente englobe l'ensemble d'interprétations, de visions possibles de ce qui existe. C'est-à-dire que dans notre inconscient, à chaque instant, il y a un infini de possibles de qui je suis, de ce qui se passe. Bref, tout existe dans notre inconscient. Par contre, ce que je vais réellement expérimenter, c'est ce que mon conscient il va décider de mettre sur l'avant de la scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais trancher entre l'infini de possibles et je vais dire, en fait, non, je sais ce que je suis. À tel instant, je suis telle personne. À tel instant, j'exprime telle chose. Il y a une notion scientifique qui s'appelle « the fame in the brain » ou bien la célébrité cérébrale. C'est-à-dire qu'une idée digne d'être célèbre sera mise en avant par le conscient et notre attention sera celui qui va trancher entre ce qui existe et ce qu'on va réellement faire vivre. Et cette définition de nous, elle va être incorporée dans nos plans d'action, dans nos motivations, dans ce qu'on croit être possible de faire. Bref, elle va définir l'expérience de vie qu'on va faire. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'ici. Ce que je voulais dire qu'à chaque instant, on est juste en train de se définir et c'est un processus qui est continu et qui ne s'arrête jamais. Il n'y aura pas un instant où on saura à 100% qui on est parce qu'on est des êtres dynamiques. Et cette dynamique, elle s'installe dans les interactions avec les autres. D'où l'importance de savoir bien se positionner et à chaque fois de s'étudier dans cette interaction avec l'autre.
Donc dans cette première partie, je voulais vous montrer comment on devient l'être qui est identifié, donc l'être qui se coupe de l'ensemble de possibles pour se définir qui on est et pour savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Bien sûr, je vous ai dit, les choses ne sont pas simples et on va venir dans cette deuxième étape où la science nous explique comment on fait ce processus de définition constante de soi et de recherche constante de soi. Pour s'y faire, on va constamment aller se lier aux autres. Quand on se lie à l'autre, qu'est-ce qui se produit? Je vais perdre mon identité à moi pour aller chercher ce que lui, il vit, pour aller me l'approprier, vérifier si à l'intérieur de moi ça fait sens et le rendre si c'est pas ce qui fait sens pour moi, ou bien me l'approprier pour me dire je m'identifie à ça, je sais que ça fait partie de moi, je me définis ayant cette nouvelle caractéristique que je m'approprie de chez l'autre. Une étude scientifique démontre que les réseaux neuronaux qu'on utilise pour songer aux pensées des autres sont les mêmes qu'on utilise pour penser à nous-mêmes. Bref, dans nos têtes, la représentation de soi et la représentation des autres, elle est constamment en train de se mêler. Et d'où la complexité de créer des relations de qualité dans lesquelles je sais me positionner d'une manière où je m'oublie pas, je deviens pas l'autre, où je m'identifie à moi, mais sans trop me couper de l'autre. Donc dans la première partie, on a vu que quand on se définit, on se coupe des autres parce qu'on se rend différent des autres. Et dans la deuxième partie, on a vu qu'en fait, constamment, on va s'identifier aux autres pour mieux se connaître et avancer sur la connaissance de soi. Et donc, c'est notre capacité de pouvoir faire des allers-retours entre je me coupe des autres et je me définis et je me lie aux autres pour mieux me connaître. C'est notre capacité de pouvoir faire ces allers-retours qui va définir à quel point on est capable de créer une relation de qualité qui nous correspond et qui est dans le respect de l'autre. J'espère que vous voyez clairement l'image. Il y a une extrême où je me désidentifie de l'autre et je me lie à moi-même, je me centre sur moi-même en me voyant différent des autres. Il y a une autre extrême paradoxale dans laquelle je me lie à l'autre, je m'oublie moi pour devenir presque à l'extrême l'autre et mieux voir ce qu'il vit. On est constamment entre ces deux extrêmes, c'est inévitable, c'est notre fonctionnement qui nous aide à mieux nous connaître. Maintenant, là où le problème se pose pour les gens qui ne savent pas mettre des limites dans une relation, c'est qu'entre ces deux extrêmes, il va y avoir des gens qui, eux, ils ont tendance à très bien se centrer sur eux, définir qui ils sont et imposer cette version à vous. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas mettre des limites, la personne, elle va empiéter sur votre terrain, va vous proposer une nouvelle version et va vous demander de vous identifier inconsciemment, bien sûr, à elle, pour adhérer à son modèle de monde. Et c'est dans votre capacité de filtrer de ce qu'elle vous propose, de ce qui vous correspond par rapport à ce qui ne vous correspond pas, qui vous permettra de mettre les limites justes. Parce qu'il va y avoir des choses que vous voulez prendre de cette personne-là parce qu'elles vous correspondent, et il va y avoir des choses qui ne vous correspondent pas, et donc vous avez besoin de mettre des limites et dire, écoute, ça c'est pour toi et pas pour moi. Et là, on arrive aux outils des experts du développement personnel. Le premier outil, je l'ai un petit peu expliqué déjà, ça vient de David Lefrançois qui nous dit « Pour mettre des limites, il faut savoir se positionner dans une relation. Il faut savoir à quoi j'ai envie de dire oui et à quoi j'ai envie de dire non. » Donc, il ne s'agit plus de dire non complètement à toute la personne qui est en face de nous. Il s'agit juste de devenir un peu plus subtil, rentrer dans les détails, identifier qu'est-ce que j'ai envie de m'approprier de cette personne-là et qu'est-ce que je n'ai pas envie. Donc, je dis oui aux choses qui m'enrichissent et non aux choses qui ne me correspondent tout simplement pas. Sans pour cela penser que l'autre, il est moins que rien et il ne mérite pas d'être aimé. Notre deuxième outil vient de 15 passes qui nous conseille de prendre le temps. Alors, quand on a une demande de quelqu'un, quand on est dans une interaction, très souvent, on se précipite et on donne une réponse très vite parce qu'on a envie d'être gentil, on a envie de bien faire. Alors que pour mieux connaître nos besoins, pour savoir vraiment si la proposition me correspond ou pas, j'ai besoin du temps. Kenza, elle nous conseille carrément d'aller dormir et donner la réponse après, le lendemain. Et il y a une étude scientifique qui nous montre qu'en fait, pendant la nuit, notre inconscient va travailler tous les dossiers conscients qui ont été ouverts dans la journée. Il va faire des nouvelles combinaisons et il va pouvoir vérifier ce qui va et ce qui ne va pas. Souvent, quand on se réveille le lendemain, on a une réponse qui vient de nos profondeurs, qui tient compte de notre inconscient et donc de qui on est. Une autre manière de faire, c'est de faire une pause, de prendre du temps. Pourquoi? Scientifiquement parlant, on sait que consciemment, pour analyser de l'information, on a besoin d'un peu plus de temps par rapport à notre inconscient. C'est-à-dire que notre conscient est plus lent que notre inconscient. Pour que je puisse avoir une réflexion logique et rationnelle sur ce qui vit à l'intérieur de moi, mon conscient aura besoin de remonter l'information en surface et pouvoir la mettre dans des mots. Une information devient consciente à partir du moment où je suis capable de la verbaliser. Donc si vous voulez comprendre de quoi vous avez besoin, ou mieux vous connaître, la meilleure des choses est sur le moment de verbaliser ce qui se vit à l'intérieur de vous. Même si vous n'avez pas la réponse directe,
Prenez le temps de répondre à l'autre en disant je ressens ceci, je pense cela, pour l'instant je ne vois pas clairement, je prendrai le temps. Donc voilà, pour définir bien les limites, parfois on a juste besoin de prendre du temps pour mieux ressentir de quoi on a besoin et de proposer la version qui nous correspond mieux à nous. Alexandre Cormon mentionne l'idée qu'il ne faut pas confondre la notion de aimer les autres avec le fait de mettre des barrières, mettre des limites. Très souvent, on aura tendance à ressentir une forme de manque d'amour quand on dit non à quelqu'un. Si on reprend le paradoxe que je vous ai expliqué au début, vous allez comprendre pourquoi ça se passe à l'intérieur de nous comme ça. Quand on est en mode « je me désidentifie des autres et je suis centré sur moi », je coupe le contact entre les gens et moi. Par contre, quand je vais dans l'autre extrême, à l'opposé, je fusionne avec l'autre. Je vis une forme de communion avec l'autre. Qui dit une forme de communion dit une forme d'amour avec l'autre. Je deviens lui. Et effectivement, une forme d'amour comme ça, elle est belle à vivre. Tout le monde a envie de le vivre. Mais on ne vivra pas ça avec chacun des personnes qu'on rencontre dans le quotidien. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce point de fusion avec chaque personne. Là où ça marche bien, c'est lorsque je suis capable de m'oublier et de devenir l'autre. Et lui aussi, il est capable de s'oublier et de devenir moi. Là, on sera dans une forme de communion dans laquelle il n'y aura ni mon modèle qui s'impose sur l'autre, ni le modèle de l'autre qui s'impose sur moi. Et donc, on sera dans une forme d'amour inconditionnel, où il n'y aura pas de domination et il n'y aura pas quelqu'un qui voudra prendre le dessus. Et c'est vraiment des relations de qualité quand on arrive à faire ça. Mais ça demande une capacité de se désidentifier de soi, de s'oublier soi pour l'autre, qui n'est pas facilement accessible. Alors, ce qui se passe la plupart du temps, c'est quand nous, on s'oublie et qu'on devient l'autre, et que l'autre, il n'est pas capable de faire la même chose ou il ne veut pas, il va nous proposer son modèle à lui. Il va s'imposer sur nous, il va nous dominer et on va se sentir soumis à quelque chose qui n'est pas nous, pas nos choix, pas nos pensées, qui ne tient pas compte de nous. Donc, à éviter. Mettre des limites entre soi et l'autre, c'est important parce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui ne tiennent pas à cœur à l'autre. Et ces choses-là sont importantes pour vous. Si vous ne tenez pas compte de ça et que vous dites oui à la proposition de l'autre, vous êtes en train de dire non à ces choses importantes pour vous. Et à chaque fois quand on dit non à des choses importantes pour nous, on enlève de la valeur qu'on se donne à soi et notre estime de soi souffre de ça. Pour vous aider à plus facilement faire cette coupure entre soi et l'autre, pensez juste au fait que lorsque vous vous définissez en étant différent de l'autre, vous vous donnez de la valeur comme quelque chose que l'autre il n'a pas encore connu. C'est-à-dire que vous créez directement de la curiosité chez lui de vous connaître et de prendre le temps de vous étudier. Et quelque part, le fait de le rendre différent de vous aussi lui permet à lui aussi de se donner de la valeur qu'il peut vous apporter quelque chose. Donc le fait de ne pas être fusionné tout le temps avec l'autre, ça a un vrai avantage et ça a lieu d'exister. Vous n'avez pas besoin d'être complètement fusionné avec l'autre pour l'aimer. Parfois l'aimer, c'est l'aimer dans sa différence et lui montrer que se différencier de lui, ça a de la valeur pour lui. Et on peut même souligner des choses qui sont différentes chez lui, qui ont de la valeur et qu'il véhicule dans ce monde et qu'il doit cultiver. Quelque part, on l'aide à avoir ses talents en se désidentifiant de lui, en lui disant « tu es différent, tu as quelque chose d'unique que tu me montres dans ce monde, tu es important pour les gens ». Tout en tenant compte que nous aussi, on a quelque chose d'unique, qu'on est là pour véhiculer. Et c'est là notre vraie valeur. C'est dans cette unicité qu'on peut encore mieux connecter avec les gens. Et puis n'oubliez pas qu'on le fait constamment avec les enfants. On a besoin de mettre des limites et c'est pas pour cela qu'on les aime pas. C'est tout simplement, on sait que si on met pas les limites, la relation elle va dégénérer, elle va être malsaine. L'enfant il va s'identifier à l'adulte, il va prendre sa place. Il ne saura plus où sont les limites. Les limites ont besoin d'exister pour guider le chemin de la liberté. La liberté, ça sous-entend des limites qu'on a grandies à chaque instant. La liberté, ce n'est pas des manques de limites. C'est des limites qu'on sait qu'on peut repousser. La liberté, c'est la liberté d'action, la liberté de savoir que j'ai le pouvoir, j'ai la capacité d'élargir mes limites et à chaque fois d'accéder à un niveau supérieur de liberté. Notre quatrième outil vient de la chaîne La Psychologie pour tous, qui nous prévient que lorsqu'on met des limites, on risque d'éprouver des sensations comme la culpabilité, le rejet, le jugement, l'égoïsme. Et tout ça, ce sont des émotions qui accompagnent le fait de pouvoir mettre des limites dans une société où c'est jugé étant mauvais de dire non. Dans ce cas-là, la chose qu'on a besoin de faire, c'est d'accepter ces émotions. Et pour pouvoir accepter ces émotions, on a juste besoin de voir les avantages de pouvoir mettre des limites. Donc c'est beaucoup plus simple quand on voit quels sont les avantages pour moi et pour l'autre de mettre des limites. Et du coup, l'émotion, elle se dissipe. Ce n'est plus un signe de quelque chose d'inquiétant, c'est plutôt un signe que je suis en train de mettre des limites et c'est parce que j'ai besoin de ça.
Notre cinquième outil très rapide vient de Nathalie Martin qui nous conseille de soigner la forme. Quand on met des limites, on n'a pas besoin d'être agressif, notamment quand on n'a pas attendu trop longtemps et qu'on est au démarrage de ressentir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. On n'a pas encore de la colère. La colère, elle vient quand j'ai subi trop longtemps l'imposition du modèle de l'autre sur moi. Je ne peux pas éviter de tomber dans la colère. Mais quand on est dans une démarche progressive où je mets les limites petit à petit, il n'y a pas besoin de devenir agressif. Là, on peut soigner la forme et on peut rester juste dans le factuel. J'annonce ce qui s'est passé et je peux rester également dans un langage qui inclut le jeu. Je vais parler de ma part. Je vais dire, il y a telle et telle choses qui se sont passées. Je les ai ressenties comme ça, je les ai perçues comme ça, je les vis de telle et telle manière. Est-ce que tu pourras tenir compte de ça? Et on finit sur l'outil de Henriette Nendaka qui nous dit que tout simplement, on n'a pas besoin de rester en contact avec des gens qui nous imposent quelque chose, qui ne respectent pas nos limites. Parce qu'il faut savoir que des fois, on va définir les limites, mais ce n'est pas pour cela qu'elles vont être respectées. Quand on voit que la personne en face n'est pas capable de faire ça, première et plus simple version, c'est juste d'arrêter le contact avec la personne. Ce n'est pas pour cela qu'on l'aime pas. Au contraire, un vrai amour, ça consiste de se respecter soi, de respecter ses limites et de respecter le fait que l'autre voudrait peut-être pas respecter vos limites et de le laisser à distance. Deuxième chose à faire, c'est de garder une belle énergie parce que quand on doit imposer des limites, on a besoin de courage, première chose, et on a besoin d'imposer quelque chose de plus fort. C'est-à-dire que si on est face à quelqu'un de charismatique qui nous impose un modèle, une manière de penser, on aura besoin de pouvoir se connecter à soi et proposer un autre modèle. Et ça, quand on est dans une belle énergie, ça marche très bien. Et puis la dernière des choses qu'Henriette nous propose, c'est de faire l'image miroir. C'est-à-dire que quand je suis face à quelqu'un qui ne me respecte pas, je pourrais adopter l'image miroir et se comporter exactement comme lui. Et s'il me pose la question pourquoi je me comporte comme ça, je peux tout simplement lui dire que c'est la manière dont il se comporte avec moi qui me fait agir de cette manière-là, pour qu'il puisse corriger son comportement, tout en voyant son image reflétée chez moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Je sais que c'est de l'information qui peut aider beaucoup de gens à mieux comprendre ce qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes. On est des êtres complexes, on ne l'oublie pas, à chaque instant il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur nous et je pense que le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir tout au long de cette vie, c'est de mieux comprendre comment ça marche à l'intérieur de nous pour mieux le maîtriser pour soi déjà, pour se sentir mieux soi, mais aussi pour interagir mieux avec les autres. Et la distinction entre égoïsme et altruisme, elle n'est pas si évidente que ça parce que quand on est bien, on apporte du bien et on est bien pour les autres aussi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!